Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de ce premier contact au bout de 3 semaines de prise de fonction pour vous rendre compte régulièrement, comme je m'y étais engagée, des travaux du ministère, des priorités auxquelles j'entends donner de l'importance et sur lesquelles nous accélérons un certain nombre de chantiers, des initiatives nouvelles aussi que nous envisageons. Tout cela autour d'un seul objectif, autour duquel j'ai mobilisé l'ensemble des équipes qui ont été mises en place rapidement pendant 3 semaines. Je salue l'ensemble des directeurs généraux et des directeurs et chefs de service du ministère, et puis l'ensemble de mon équipe du cabinet qui est maintenant en place. Donc autour de ma directrice de cabinet, Elisabeth Borne, que certains connaissent bien puisqu'elle était préfète de la région Poitou-Charentes, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, notamment pour faire de la région le territoire de l'excellence environnementale, et connaît parfaitement bien, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, l'articulation entre le local, le national et le global, qui est vraiment notre méthode de travail. Et vous savez que les sujets environnementaux, que vous connaissez bien les uns et les autres, doivent toujours garder en préoccupation, en priorité, ce souci d'avoir à la fois des progrès sur la lutte contre le réchauffement climatique et en même temps que ces défis-là soient considérés non pas comme un fléau ou comme une contrainte, mais comme une chance qui, sur nos territoires, crée des emplois et des activités. Francis Rol-Tanguy aussi, que vous connaissez bien, puisque c'était le directeur de cabinet de mon prédécesseur, donc il représente aussi la mémoire de ce ministère. Et on ne fait rien sans avoir de la mémoire. Vous savez, c'est comme une plante avec les racines. C'est quand on a des racines bien solides qu'on s'élève vers le ciel, comme disent les botanistes. Et donc c'est très important, et j'ai veillé à ce que la variété de mon équipe, à la fois des personnes expérimentées et en même temps la diversité aussi des compétences, puisse me permettre d'être particulièrement efficace. Jean-Luc Fulachier, qui est chargé à mes côtés aussi, qui est à la Cour des comptes et qui était directeur des services de la région, qui est chargé de la croissance verte et des questions économiques et financières. Jean-Louis Bianco, qui après quelques jours de congé, donc qui n'est pas parmi nous, qui est chargé auprès de moi, qui était d'ailleurs à la tête du ministère de l'Équipement, comme vous le savez, qui a en plus une expérience politique et une fidélité au long cours, qui est chargé donc de tous les contacts nationaux et internationaux, pour que j'ai un suivi malgré la charge de travail, que j'ai ce lien permanent entre les hommes et des femmes, des experts, des responsables politiques, des décideurs internationaux, qu'ils soient toujours en contact et qu'ils aient un lien très direct avec le ministère. Guillaume Le Forestier, directeur adjoint du cabinet, qui était aussi directeur adjoint et qui est chargé des questions budgétaires, donc qui aussi connaît bien toute l'articulation avec l'ensemble des services du ministère. Sophie Boucher-Petersen, qui travaille aussi auprès de moi depuis très longtemps et qui va animer ici dans le ministère le cœur névralgique de la réflexion intellectuelle pour que nos travaux, qui, comme vous le savez, sont très souvent des travaux techniques, soient toujours reliés à des problématiques liées aux valeurs, au modèle de civilisation que nous voulons construire, et que l'on puisse avoir toujours le souci de rassembler les intelligences et les compétences avant de faire les différents choix. Adélaïde Collin, qui sera donc votre interlocutrice, puisque c'est la conseillère stratégie et communication, que vous connaissez donc également. Ensuite, j'ai recruté Sandrine Attia, chef de cabinet, qui est lieutenant-colonel. Rassurez-vous, ça n'a aucune implication, comme je l'entends dire ici ou là. Donc, Sandrine Attia, qui est lieutenant-colonel, parce que vous savez que mon ministère a aussi la question de la gestion de crise. Et donc, ce sera également un appui à la gestion de crise dans le ministère dont j'ai la charge. Voilà, Cyril Picmal sera chargé des relations avec le Parlement et avec les institutions européennes, puisqu'il est issu du Quai d'Orsay. Et puis Laurent Graverolin est chargé des relations avec les territoires, parce que comme je l'ai dit à l'instant, j'ai l'intention, et je vais vous le démontrer dans quelques instants, pour chaque initiative, même pour chaque réforme législative, qu'il y ait une mise en mouvement des territoires. Et enfin, Jacques Barbery, qui est chef de cabinet adjoint, et bien évidemment, Diane Zinquier, qui est conseillère sur la biodiversité, l'eau, les paysages et l'économie circulaire. Donc voilà, cette équipe rapprochée auprès de moi qui est à la tâche et qui va déployer en liaison, bien évidemment,
avec les directions générales et les directions de ce ministère. Je salue également le président de l'ADEME, le président de l'inspection générale, et j'entends, c'est une décision que j'ai prise sur le pilotage de ce ministère, ne pas court-circuiter les services. Je suis en prise directe avec les services du ministère. Vous savez que bien souvent, il y a des cabinets qui occultent le travail des services. J'ai la chance d'être à la tête d'un ministère où il y a des compétences remarquables dans l'ensemble des directions, extrêmement variées. Et donc, tous les mardis matins, je préside moi-même le comité de direction générale, ici présent, pour faire le point de l'avancée des différents dossiers, accélérer un certain nombre de choses, bien faire comprendre les stratégies et les objectifs à atteindre, avec le souci, comme je le disais à l'instant, d'accélérer et d'obtenir des résultats. C'est donc, je le répète, l'objectif prioritaire de tous les chantiers. Il y en a 5 chantiers, plus le 6e, l'international, que je vais décliner devant vous sur un certain nombre de projets opérationnels ou de textes législatifs ou réglementaires. Donc on va vous distribuer le document si ce n'est déjà fait. Vous pourrez ainsi le suivre. Mon objectif, je le répète parce que c'est très important, c'est que les Français ressentent le plus rapidement possible cette mutation écologique. De quelle façon? Je l'ai dit, dans la croissance verte, la création d'activités et d'emplois. Et dans tous les domaines dont j'ai la charge, je réunirai sous forme de conférence nationale et de fédération l'ensemble des entreprises qui sont spécialisées sur un certain nombre de domaines. Par exemple, je vais réunir prochainement les entreprises spécialisées dans le domaine de l'isolation des travaux pour leur faire comprendre le sens de l'action du ministère et pour que très rapidement des chantiers puissent s'engager pour sécuriser ces filières économiques, leur apporter de la confiance et leur dire que maintenant elles peuvent passer à l'action parce que les financements seront présents, les prix seront stabilisés, la fiscalité sera stabilisée et la mutation énergétique sera en mouvement dans le cadre de la préparation de la loi sur la transition énergétique. Mon objectif sur les 3 ans, c'est de créer 100 000 emplois grâce à cette transition écologique et énergétique. C'est l'objectif que j'ai fixé à l'ensemble des services du ministère et c'est l'objectif que nous allons atteindre grâce à la mobilisation des filières économiques, à la fois des grands groupes, dont j'ai rencontré déjà la plupart des dirigeants, et bien évidemment de tout le tissu des PME, des PMI que je connais bien, puisque je les ai vus se mettre en mouvement sur un certain nombre de travaux prioritaires que j'ai pu conduire à la tête de Poitou-Charentes. Donc je sais que sur l'ensemble des territoires, il y a partout des pôles d'excellence, il y a partout des instituts de recherche, il y a partout des PME et des entreprises extrêmement innovantes sur tous ces sujets d'avenir. Et ma responsabilité, c'est de les mettre en mouvement et de faire en sorte que, en reprenant et en anticipant les différents investissements, elles puissent se déployer, être compétitives, être performantes et conquérir aussi des marchés internationaux. Et donc, vous le verrez dans chacun de ces actions et dans chacun de ces chantiers, il y a systématiquement 3 leviers. La mobilisation des filières, je viens de vous en parler. Vous serez associés d'ailleurs à ces réunions, vous pourrez y assister, enfin peut-être pas aussi nombreux, mais on pourra voir comment ou retransmettre sur Internet le travail qui se fait dans les filières, puisque toutes les semaines, je vais recevoir l'une des filières industrielles concernées par la mutation énergétique ou par la mutation écologique au sens large. Ça, c'est le premier levier. Le second, c'est la mise en mouvement des territoires. Je crois beaucoup qu'une loi ne suffit pas. Au contraire, elle peut même avoir des effets négatifs s'il n'y a que la loi. Je ne veux pas, je l'ai déjà dit, que l'écologie soit punitive. Je veux que ça soit considéré comme une chance et comme quelque chose de positif qui va créer des activités et des emplois. Et donc, parallèlement à la loi, et cette loi aura tout son impact et pourra déployer toute sa force, que si, et nous allons le faire, nous mettons en amont, en mouvement, les territoires. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en mouvement les territoires?
je connais bien le sujet pour avoir fait de l'excellence environnementale dans ma région, c'est de faire en sorte que l'État puisse signer rapidement tous les contrats de plan État-région avec les 2 volets que sont le volet sur la mobilité, avec l'ensemble des travaux sur les routes, sur le rail en particulier, et sur les transports propres en ville, et sur l'électromobilité, donc le volet mobilité. Et l'autre volet qui est prévu dans la contrat de plan, c'est le volet transition énergétique et biodiversité, avec des choses très concrètes, j'y reviendrai tout à l'heure, sur la question de la protection de la propreté de l'eau, la question des opérations terre saine, dont je vais vous parler tout à l'heure, sans pesticides, la question des centres de recherche sur la biodiversité, etc. La question de la méthanisation aussi, l'utilisation de la biomasse. Donc, dans tout ce volet transition énergétique et biodiversité, je vais faire en sorte que tous les présidents de région, avec les préfets de région, accélèrent la signature de ces volets. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de mobiliser les entreprises, puisque si sur chaque territoire, et je l'ai bien constaté dans ma région, les contrats et les partenariats sont stabilisés entre l'État et les régions, à ce moment-là, les opérateurs économiques se disent on a un cadre stable, donc on peut investir, on peut y aller, on peut embaucher, on peut former, puisque au bout du compte, dans ce cadrage financier et dans ce cadrage de gouvernance, on a maintenant la sécurisation sur la possibilité d'avancer. Il reste bien évidemment tout l'aspect européen, j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai été déjà appelée par la plupart des collègues ministres de l'énergie européens. Nous avons une réunion informelle les 5 et 6 mai à Rome. Mais là aussi, c'est une chance extraordinaire de pouvoir construire et réfléchir à la création de l'Europe de l'énergie, c'est-à-dire comment est-ce qu'un nouveau modèle que nous mettons en place, à la fois sur nos territoires nationaux, mais en même temps penser un grand projet fédérateur au niveau européen qui apporte à nos citoyens d'Europe à la fois de l'emploi, du bien-être, de la santé et du pouvoir d'achat. C'est aussi, si nous y parvenons, et si nous sommes imaginatifs ensemble, un formidable levier d'espoir et de vision d'une Europe concrète que les citoyens souvent appellent de leur vœu. Donc j'ai l'intention, là aussi, d'impliquer la France pour que non seulement nous soyons une des premières puissances écologiques d'Europe, mais qu'en plus nous puissions aussi contribuer à la réflexion commune pour réaliser, comme l'a dit le président de la République, un Airbus européen, c'est-à-dire un beau projet fédérateur lié à l'énergie sur le plan européen. Donc les principaux chantiers qui seront engagés d'ici cet été, c'est d'abord le nouveau modèle énergétique. Nous avons donc sur la table la finalisation du projet de loi de transition énergétique. Bien évidemment, c'est le premier dossier dont je me suis saisie activement dès mon arrivée. C'est une des lois majeures du quinquennat, comme l'a dit le président de la République lors de les conférences environnementales, avec les économies d'énergie, le développement des énergies renouvelables, la qualité de l'air, l'économie circulaire, et l'idée qu'avec cette loi, les Français doivent retrouver la maîtrise de la politique énergétique de la nation, avec la création d'un mix énergétique plus équilibré et plus diversifié. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais veiller à ce qu'en amont de cette loi, on ait déjà de la visibilité sur ce nouveau modèle énergétique. Comment ? En montrant que sur certains territoires et grâce à certaines entreprises, ce nouveau modèle énergétique, il existe déjà. Et c'est très important dans la démarche. Moi, je veux que la démarche sur la loi énergie soit une démarche positive et que tous les Français, toutes les entreprises, toutes les associations puissent se dire « c'est notre affaire ». C'est parce que chacun va s'en saisir que cette transition énergétique va réussir. Et ce n'est pas seulement la loi. La loi, elle doit constituer un effet d'accélération de la mise en mouvement des territoires. Et donc d'ici le mois de juillet, puisque mon objectif arbitré par le gouvernement, c'est que la loi puisse commencer les travaux en commission au mois de juillet, c'est que toutes les semaines, on puisse montrer comment la France est déjà sur le chemin de la transition énergétique et comment des choses formidables
se passe déjà sur nos territoires qu'il faut généraliser à l'ensemble du territoire. Donc, nous allons choisir par région, par département, par grandes agglomérations, des réalisations exemplaires qui préfigurent, qui ont déjà réalisé cette transition énergétique, ce nouveau modèle énergétique. Comment consommer autrement, comment faire des économies d'énergie, comment faire monter en puissance les énergies renouvelables, comment mettre en place de l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment, par exemple, est-ce que les déchets deviennent partout des matières premières? J'ai parlé de la méthanisation tout à l'heure. Il y a bien d'autres sujets qui montrent que, grâce à cette transition énergétique, on peut, et aux économies d'énergie, on peut faire gagner du pouvoir d'achat aux Français, du bien-être et aussi de la santé. Parce que la question de la propreté de l'air aussi sera inscrite dans la loi. Donc, cette loi sera achevée dans les prochaines semaines. L'objectif est que le travail parlementaire, elle sera transmise, donc comme c'est prévu, en consultation au Conseil économique et social et environnemental, et puis ensuite elle passera en juillet en commission. Le deuxième chantier, toujours dans ce premier thème du nouveau modèle énergétique, c'est bien évidemment l'accélération des filières d'énergie renouvelable, dont l'éolien offshore et le solaire, la biomasse et les énergies marines. Dans ce domaine, plusieurs actions concrètes seront menées d'ici à l'été pour développer les énergies renouvelables. Je vous annonce qu'un nouvel appel d'offres solaire photovoltaïque de grande puissance sera lancé et que les lauréats des 2 nouveaux parcs éoliens de Yeux-Noirmoutier et du Tréport seront très prochainement désignés, probablement la semaine prochaine. Dans ces régions concernées, ça permettra, toujours dans cette logique de croissance verte, aux entreprises d'investir, de se mettre en mouvement, de créer des activités et des emplois, tout en participant à la construction de ce nouveau modèle énergétique. Ensuite, la concertation locale sera lancée pour l'identification de nouvelles zones de développement de l'éolien offshore, mais aussi, et c'est une nouveauté, de l'éolien offshore posé, mais c'est aussi de l'éolien offshore flottant. Enfin, un décret simplifiant les procédures pour la géothermie de minime et moyenne importance sera publié prochainement. Troisième action, toujours dans ce premier thème, l'accélération de la rénovation énergétique, de la performance énergétique des bâtiments, à la fois dans les logements, dans les bâtiments publics, dans le secteur tertiaire et dans le secteur industriel. Je ferai dans les jours qui viennent, conjointement avec Sylvia Pinel, la ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires, des propositions pour accélérer le plan de rénovation énergétique de l'habitat qui a été lancé en 2012, mais comme vous le savez, qui n'a pas atteint ses objectifs. Nous devons impérativement atteindre les objectifs de 500 000 logements rénovés et j'ai bien l'intention de mettre en place les moyens qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs qui sont aussi créateurs d'activités et d'emplois dans les filières du bâtiment. Quatrième action, la réforme des modes de fixation des tarifs de l'électricité. C'est un sujet sensible, comme vous le savez. J'y tiens tout particulièrement. Je considère que dans le contexte actuel, la hausse quasi automatique des factures d'électricité, c'est quelque chose de très brutal pour les Français. Et je veux absolument réussir la réforme des modalités de fixation des tarifs de l'électricité. D'ailleurs, comme vous le savez, il y a une réflexion sur un nouveau décret qui est engagé pour maîtriser la hausse des factures sur les 3 ans qui viennent. Je veux que les Français aient de la visibilité et qu'ils n'apprennent pas tous les 2 mois que l'énergie va augmenter. Ça, c'est pas possible de ponctionner comme ça le pouvoir d'achat des citoyens. Donc, je veux atteindre la modération des hausses tarifaires par des négociations, renforcer les économies d'énergie, parce qu'une façon aussi de baisser les factures, c'est de réaliser des économies d'énergie en faisant le tiers financeur, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'on puisse apporter les financements des travaux sans que les Français n'aient à débourser, notamment pour les moyens revenus et les revenus modestes, le coût des travaux d'isolation, par exemple, et qu'on trouve un système, un mécanisme financier, une ingénierie financière qui permette l'avancement des travaux et le remboursement de ces prêts à taux zéro par les économies d'énergie.
à taux zéro, à faible taux. Il y a certaines régions qui ont déjà fait, comme vous le savez, des microcrédits verts à taux zéro. Donc ça, on peut aussi généraliser d'une part cette façon de faire, mais surtout que lorsqu'il y a des travaux plus importants, nous puissions le faire. Aujourd'hui, pour les Français à revenus modestes, les financements existants permettent de mobiliser jusqu'à 15 000 € de travaux en avance de fonds non déboursables par les propriétaires ou les locataires des logements. Et donc, je souhaite étendre ce système aux catégories à revenus moyens pour que les filières de travaux, les filières du bâtiment liées à ces activités, puissent là aussi avoir la sécurisation des marchés et des commandes pour pouvoir s'engager dans des travaux. Pourquoi ? Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que pour les citoyens à revenus moyens, lorsqu'il y a des commandes de travaux d'isolation d'énergie, il suffit qu'il y ait un problème d'emploi, un problème de revenus, des difficultés pour boucler le mois, et ce sont les premiers travaux qui sont supprimés. Ce qui fait que chez les artisans du bâtiment ou chez les PME, il y a une instabilité de la commande privée pour sécuriser la commande des travaux d'économie d'énergie, parce que le retour sur investissement, c'est quelques années. Et quand on vit en calculant la fin de mois, on ne peut pas se permettre d'engager des fonds en attendant un retour sur investissement sur 4 ans dans le meilleur des cas. Donc, il faut faire deux choses. Il faut faire la mise en place du tiers financeur, comme je l'ai évoqué à l'instant, pour pouvoir sécuriser la filière du bâtiment. Et d'autre part, il faut aussi établir un système astucieux de fixation des prix, de visibilité sur les prix, pour que là aussi, il y ait une sécurité du consommateur et une sécurité des entreprises qui procèdent à ces travaux. Voilà pour la maîtrise et le maintien constant du prix de l'énergie sur les 3 ans, à la fois donc par les économies d'énergie d'un côté et par la réforme de la fixation du taux d'augmentation de la production d'énergie. Le 5e point pour réussir cette transition, c'est l'organisation de la conférence bancaire et financière. C'est le nerf de la guerre, cette conférence bancaire et financière que je prépare avec mes collègues, Michel Sapin, ministre des Finances, et Arnaud Montebourg, le ministre de l'Économie. Je souhaite qu'elle puisse, comme eux, qu'elle puisse prendre place au mois de juin prochain et que nous puissions à ce moment-là rendre parfaitement transparent et opérationnel l'ensemble de la mobilisation des investisseurs publics et privés autour de ce grand enjeu, à la fois le chantier de la rénovation énergétique, de la performance énergétique et plus globalement de la mutation, de la transition énergétique. Je souhaite également que nous puissions adopter la quasi-totalité des plans de protection de l'atmosphère rapidement. C'est un enjeu sanitaire majeur que la lutte contre la pollution de l'air. Je rappelle qu'il y a 42 000 décès prématurés par an liés aux particules fines et nous ne devons pas rester inactifs, nous devons accélérer ce chantier. C'est la santé de nos enfants, la nôtre qui est en jeu, et je souhaite engager une politique de reconquête de la qualité de l'air pour mobiliser l'ensemble des compétences dans tous les secteurs, transport, résidentiel, industrie, agriculture, etc. Les plans de protection, vous le savez, de l'atmosphère font partie des outils définis et portés par les acteurs locaux dans les zones polluées. Certains ont été adoptés, mais il n'y a que 39% de la population française qui est couverte par ces plans. 21 plans de protection de l'atmosphère restent à adopter. Eh bien, je souhaite qu'ils le soient tous rapidement et je vais mobiliser les collectivités concernées et les préfets en ce sens. Et ma collègue Marisol Touraine, ministre de la Santé, est tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc nous allons unir nos forces pour que ce problème soit enfin pris pleinement au sérieux et que la totalité des plans soit adoptée rapidement. Enfin, je voudrais évoquer aussi la finalisation du projet de loi réformant le code minier. Vous le savez, vous le connaissez, ce texte est en cours. Il vise à mettre le code minier en conformité avec la Charte de l'environnement. Il y a un travail très important
de concertation qui a eu lieu autour de Thierry Tuot avec les associations environnementales, qui m'en ont encore reparlé hier lorsque j'ai réuni toutes les associations environnementales membres du Conseil national de la transition énergétique à titre informel. Donc c'est un sujet en effet sensible et qu'il faut absolument finaliser maintenant, moderniser le modèle minier, assurer la participation du public, mieux prendre en compte la sécurité des travailleurs, la sécurité publique et la protection de l'environnement. J'en viens au second chantier concernant la protection et la reconquête de la biodiversité. La protection et la reconquête, ça va de pair de la qualité des eaux et bien évidemment la protection et la reconquête de la qualité paysagère de notre pays. Dans ce second chantier, il y a bien évidemment l'examen au Parlement du projet de loi sur la biodiversité. Je ne rappellerai que brièvement, mais parce que vous connaissez tout cela très bien, qu'une espèce de mammifère sur 4 et qu'un oiseau sur 8 sont menacés d'extinction. Et vraiment, les sciences du vivant sont des sciences tout à fait essentielles. C'est l'avenir, notre avenir, l'avenir de l'être humain qui est concerné. Il n'y a pas de distinction entre la biodiversité animale et végétale et l'avenir des êtres humains et de l'humanité. Les deux sont liés puisque c'est l'interrelation entre le vivant au sens large et l'humanité qui fait que nous progressons ou alors que nous régressons. Le projet de loi contient des avancées majeures pour reconnaître les principes fondamentaux justement de cette interconnexion entre les écosystèmes et les activités humaines, pour partager plus justement les ressources de la biodiversité, pour mieux protéger le milieu marin et le paysage, et pour renforcer la lutte contre le trafic d'espèces menacées. Donc c'est un chantier magnifique, un débat magnifique, parce que c'est à la fois un débat éthique, scientifique, culturel, environnemental, écologique, humain. Toutes les facettes de la connaissance humaine se retrouvent, et au premier rang desquelles l'histoire, puisque ce que nous protégeons et ce dont nous héritons des générations passées depuis des millénaires, eh bien nous avons à en repenser la façon dont on le gère au présent, la façon dont ça a été détruit dans les années et les décennies qui se sont écoulées, et la façon dont nous allons reconquérir cette biodiversité pour notre bien-être collectif. Ça a aussi quelque chose à voir de très profond sur le chantier qui est essentiel à mes yeux de la santé et de l'environnement. Et bien évidemment, toutes ces facettes seront illustrées dans le projet de loi. Et d'ailleurs, j'organise en début de semaine un séminaire de réflexion et de travail avec plusieurs personnalités ressources sur la question de la biodiversité pour bien en mesurer les enjeux et surtout pour être capable d'expliquer aux Français quels sont les enjeux de cette diversité du vivant. Parce que chacun d'entre nous est concerné, et je crois qu'il y a aussi dans ce domaine des actions très importantes et passionnantes à conduire, comme ça d'ailleurs se fait déjà par certains enseignants à l'école, et dès l'école maternelle, dès l'école primaire et tout au long de la scolarité. L'éducation à l'environnement, notamment la prise de conscience de la qualité de la biodiversité et de son rôle pour notre avenir commun, c'est quelque chose qu'on doit remettre au cœur de l'éducation à l'environnement. Dans ce cadre, j'aurai à lancer les travaux de création de l'Agence française pour la biodiversité. Donc nous allons nous y atteler, mais là je crois que la consultation avec les grandes associations est déjà très fructueuse. Il va s'agir de regrouper un certain nombre de structures, mais surtout de faire de cette agence un outil opérationnel de promotion, de création, de construction, de reconquête de la biodiversité et de mettre en place à la fois les financements nécessaires en partenariat avec les régions. J'ai bien l'intention de mobiliser les régions qui souvent ont fait un travail remarquable, certains départements aussi, sur la question des espèces menacées, par exemple sur les territoires. Et là aussi, le souci apporté au respect des actions déjà faites sur les territoires, puisque c'est tout à fait la logique des choses. Il y a souvent des interactions entre les espèces menacées et les paysages menacés, et l'implication des associations locales et des élus locaux sur la protection de la biodiversité, c'est ce qui va aussi donner de la densité à cette démarche et à ce magnifique objectif.
dans ce domaine de la biodiversité. Je pense que j'aurai le grand plaisir dans quelques temps de signer le décret redonnant au Marais Poitevin le statut de parc naturel régional. Ce n'est pas seulement un enjeu régional, mais c'est aussi un enjeu national et même européen, puisque c'est la deuxième zone humide d'Europe, comme vous le savez, qui a été d'ailleurs confrontée à un contentieux européen. Et grâce à la forte mobilisation des acteurs de ce territoire, ça me rappelle de bons souvenirs, parce qu'il y a 25 ans, en tant que députée du Marais Poitevin, je m'étais impliquée pour sauver cette zone du passage d'une autoroute qui a été quand même construite. Il n'y a pas d'opposition entre les grandes infrastructures et la protection des espaces naturels remarquables, parce que cette autoroute est passée au nord de Niort, a préservé le Marais Poitevin, qui est aujourd'hui reconnu comme un site remarquable, et qui avait bénéficié des grands travaux de protection et d'aménagement par François Mitterrand, des grands travaux présidentiels. Celui-ci était le seul des grands travaux ruraux. Et aujourd'hui, grâce au travail des associations, dont je salue la mobilisation depuis 30 ans, des agriculteurs qui ont accepté aussi de revoir les modes d'exploitation sur ce territoire, des élus locaux ruraux qui se sont mobilisés pour une cause qui paraissait bien plus grande que nous, mais qui à un moment nous avait engagés dans ce combat victorieux. Eh bien, je crois que grâce à l'avis récent du Conseil national de protection de la nature et de la Fédération nationale des parcs, eh bien, je vais avoir l'immense chance et plaisir de signer ce décret qui donc va rendre au parc du Marais Poitevin, le parc naturel, son label de parc naturel. C'est pour moi aussi la démonstration qu'il n'y a pas de fatalité. Vous voyez, qu'on peut reconquérir même des enjeux qui paraissaient inatteignables. Donc reconquérir des zones humides et des prairies naturelles sur de l'agriculture intensive et sur la maïsiculture qui paraissaient inatteignables, eh bien ça a été fait. Ça a été fait et les agriculteurs, les éleveurs n'ont pas perdu de pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que parallèlement, on a développé la qualité des races, on a développé la qualité de la race maraîchine, on a développé le tourisme rural, on a développé de la pluriactivité, on a développé l'agriculture biologique, on a développé des zones d'attraction qui lient la gastronomie locale avec la qualité du produit. On a développé les circuits courts. Et au bout du compte, c'est un autre modèle de développement qui a été réalisé et qui prouve qu'on peut parfaitement réconcilier, hein, c'est le maître mot dans les chantiers dont j'ai la charge. Au départ, ça paraît impossible. Et puis après, on arrive à trouver des lieux de convergence dès lors qu'il y a une honnêteté intellectuelle et une volonté de se rassembler autour des mêmes valeurs. Eh bien, ce qui paraît irréconciliable finit au contraire par être dépassé par quelque chose qui, appuyé sur ces valeurs et sur des objectifs clairs, permet à la fois de protéger la qualité de notre pays, l'activité économique et le pouvoir d'achat de celles et ceux qui y vivent, et en même temps d'anticiper le futur grâce à d'autres modes de production, de déplacement, d'organisation et de consommation. En ce qui concerne le troisième chantier, c'est celui de l'articulation entre la santé et l'environnement, de la prévention des risques et de l'économie circulaire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il faut produire autrement pour protéger la santé des citoyens. Il faut diminuer les gaspillages et il faut anticiper un certain nombre de risques, et notamment les risques sanitaires. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons publier dans quelques jours la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Celle-ci a été travaillée avec l'ensemble des parties prenantes. Une consultation du public a eu lieu à l'automne 2013. Elle est soumise, je l'ai inscrite à l'ordre du jour du Conseil national de la transition écologique du 29 avril, donc la semaine prochaine, pour que ce Conseil national se prononce sur cette stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Et cela nous permettra de mobiliser à la fois la recherche, l'expertise des substances, le remplacement d'un certain nombre de substances nocives et la formation des professionnels, plus l'information du public. L'expertise sur au moins 8 substances chimiques par an suspectées d'être des perturbateurs endocriniens sera dès cette année confiée aux agences nationales. La France reprendra également son rôle moteur dans les débats européens
qui ont été trop retardés en 2013 sur ce sujet majeur de santé publique. Et j'aurai l'occasion avec Marisol Touraine de rendre public avec elle les substances chimiques qui seront examinées et la stratégie nationale que nous allons accélérer. Cette stratégie doit être aussi un moteur pour l'innovation. L'industrie a un rôle essentiel à jouer dans la recherche et dans la mise en œuvre de produits de substitution innovants et non toxiques. L'État l'accompagnera en étudiant la faisabilité d'une plateforme publique-privée d'évaluation et de validation des méthodes des tests de substances. Toujours sur la prévention des risques, j'ai l'intention d'accélérer l'approbation de la stratégie nationale de gestion du risque d'inondation. C'est malheureusement quelque chose que je connais bien, puisque ma région, comme la région Pays de Loire, ont été récemment frappées par la tempête Xynthia, qui a fait plusieurs victimes. Près d'un Français sur 4 aujourd'hui et un emploi sur 3 sont exposés au risque d'inondation. C'est pour ça aussi qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Tout se tient. Et donc il est très important d'avoir toujours tous les chantiers concomitamment en accélération. L'État, sous l'égide de la Commission mixte inondation, a décidé d'élaborer une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation. Il y a eu un avis favorable rendu début 2014. Je souhaite que le gouvernement adopte cette stratégie avant l'été pour que les grands objectifs et le cadre d'action pour augmenter la sécurité des populations exposées, pour réduire les dommages liés aux inondations et pour raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés soit nettement clarifié pour que les populations et les élus locaux comprennent à la fois les stratégies d'action, les investissements de prévention et en même temps l'information des habitants. Toujours dans ce deuxième chantier, donc sur le troisième, sur la prévention des risques, je souhaite qu'un volet économie circulaire soit intégré dans la loi de transition énergétique. Et je sais que beaucoup de parlementaires, notamment dans le cadre de l'Institut de l'économie circulaire que préside François-Michel Lambert, qu'on ouvre ce projet de loi à l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? C'est au fond une réflexion sur la conception des produits, et sur la transformation de ces produits et sur la gestion des déchets en particulier. Ce n'est pas le seul aspect, mais c'est celui le plus spectaculaire peut-être et le plus utile à la population, c'est quand les déchets deviennent des matières premières. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai l'intention d'accélérer le plan de méthanisation pour au moins que nous rattrapions notre retard sur l'Allemagne, sur les déchets agricoles. C'est formidable parce que c'est à la fois la lutte contre la pollution de l'eau, on évite les épandages. Ce sont des économies d'énergie, puisqu'on fabrique du gaz avec des déchets agricoles. Et c'est en même temps souvent la production de sous-produits pour l'élevage. Donc on a tout, on a de la valeur ajoutée sur tout. Donc c'est vraiment le symbole même, pour moi, la méthanisation de l'économie circulaire. Et je souhaite lancer au niveau national ce que j'ai fait au niveau régional, c'est-à-dire à la fois des centres importants, mais aussi des micro-unités de méthanisation, par exemple une dans chaque canton, bien sûr dans les cantons ruraux, et on se rend compte qu'en lançant un mot d'ordre comme celui-ci, sans forcément passer par un appel à projet, mais au contraire en étant très proche des territoires, les agriculteurs se réunissent, se rassemblent, calculent quel est le montant de tonnes de production de déchets, de lisier, et organisent et construisent une unité de méthanisation avec l'aide des régions. Donc si l'État donne l'impulsion, c'est aussi une bonne gouvernance que cet exemple. C'est-à-dire le rôle de mon ministère, c'est de donner une impulsion, de montrer quel est le modèle performant et harmonieux que l'on doit atteindre, et ensuite de laisser la liberté locale, la liberté des filières industrielles, la liberté des territoires, la liberté des citoyens pour atteindre cet objectif avec les méthodes qu'ils estiment le mieux adaptées à la réalité du terrain. Et je suis convaincue que c'est comme ça que nous arriverons vite, que nous obtiendrons des résultats, parce que lorsqu'on est dans la co-construction des solutions avec un objectif global qui est bien clarifié, une stratégie, un horizon, une vision qui est bien claire, à ce moment-là, ça donne envie d'avancer. Et donc si les gens font les choses par plaisir,
en ayant l'envie d'avancer, l'envie de réaliser, l'envie d'obtenir des résultats et se sentent respectés dans leur façon de faire. Et c'est formidable. À ce moment-là, ils passent à l'action et nous obtiendrons, dans cette façon de faire, des résultats beaucoup plus rapidement qu'avec des contraintes. Je participerai aux assises de l'économie circulaire au mois de juin, qui est organisée par l'ADEME et par l'Institut de l'économie circulaire. Et ça sera pour moi le moment de faire un bilan des engagements de chaque secteur industriel, des travaux en cours de l'ADEME et de l'Association des régions pour le déploiement des stratégies territoriales d'économie circulaire et d'écologie industrielle, en appui d'ailleurs bien souvent sur les pôles de compétitivité qui réunissent les PME, les laboratoires de recherche et les universités dans de nombreuses régions. Nous aurons également à mettre en place, et c'est le troisième point de ce troisième chantier de la prévention des risques et de l'articulation santé-environnement, l'élaboration du plan déchets. Normalement, on doit faire un plan déchets 2020 qui est en cours d'élaboration au sein du Conseil national des déchets, que préside Gérard Miquel, et qui doit être adopté avant l'été. Donc il va falloir accélérer, là aussi, vous savez, je répète souvent accélérer, parce que c'est vrai que c'est une façon de faire et c'est une nécessité. Je crois que c'est comme ça qu'on va obtenir des résultats. En tout cas, c'est ma volonté politique, c'est d'accélérer les bonnes choses qui sont en cours et qui méritent de déboucher et de se traduire par des actions concrètes. Donc, ce plan déchets 2020 doit d'abord réduire les déchets à la source dans le cadre de la construction d'une société sobre, réduire les déchets à la source, donc les déchets mis en décharge, qui sont comme autant de ressources primaires gâchées, fixer des objectifs ambitieux de recyclage de nos matières premières et obtenir, grâce à ce recyclage, de la valeur ajoutée. Parce que je signale quand même que les entreprises sur ce créneau du recyclage sont des entreprises extrêmement productives et qui font beaucoup de profits dans certains secteurs. Eh bien, tant mieux. Si elles font des résultats, c'est aussi à nous d'organiser le réinvestissement de ces profits dans le plan national de traitement des déchets. C'est ça qui est très important, c'est d'avoir de la transparence sur les filières qui sont extrêmement profitables, d'autres moins, et de faire en sorte que par cette péréquation et par une organisation intelligente des filières de recyclage, on puisse faire en sorte que cette industrie performante, extrêmement productive dans certains domaines, puisse bénéficier à la mutation et à ce plan national de traitement des déchets. Enfin, nous aurons, et c'est le dernier point de ce troisième chantier sur la prévention des risques, à préparer la négociation européenne sur les OGM, sur les organismes génétiquement modifiés. Vous le savez que de nombreux États membres sont défavorables à la culture des OGM, mais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité suffisante pour s'opposer aux autorisations. Eh bien, ça ne doit pas durer. Le système actuel ne fonctionne pas. Nous devons le faire évoluer. Nous devons trouver une solution pour permettre aux États membres d'interdire les cultures d'OGM sur le territoire lorsqu'ils en ont décidé ainsi, en appui sur les citoyens. Le projet de directive actuel est, à mes yeux, beaucoup trop faible face à l'insuffisance de l'évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé. Il laisse persister des interrogations quant à l'acquisition de résistance par les insectes ravageurs et quant aux impacts sur les autres organismes. Je proposerai donc au nom de la France au mois de juin des améliorations au projet de directive pour offrir aux États membres toute la sécurité juridique nécessaire pour l'interdiction des OGM sur les territoires et pour renforcer leur évaluation environnementale. Je passe au quatrième chantier, celui des transports et de la mer, avec un premier point concernant les modalités de financement des infrastructures de transport. Vous le savez, j'avais annoncé la mise à plat de l'écotaxe suite aux différentes péripéties qu'a subi ce dispositif. J'ai contacté, consulté, entendu beaucoup de parties prenantes et dans les jours qui viennent, dans le cadre d'ailleurs de la commission de Jean-Paul Chanteguet, qui a fait un travail important, mais qui se poursuit. J'aurai l'occasion, après un arbitrage bien sûr du Premier ministre, que j'ai rencontré ce matin,
de faire des propositions en liaison avec mon collègue Frédéric Cuvillier pour sortir de cette impasse. L'objectif étant de trouver un système de financement juste et pérenne pour financer les infrastructures, mais qui soit en même temps compréhensible et réalisable. Et nous y parviendrons. Nous aurons également, dans le domaine des transports, l'examen au Parlement du projet de loi de réforme ferroviaire. Frédéric Cuvillier présentera prochainement au Parlement ce projet de loi qui crée, comme vous le savez, un pôle public intégré et qui réunit enfin la gestion de l'infrastructure. Le thème suivant, qui est un thème plus horizontal, donc c'est le 5e thème, c'est celui de la croissance verte. Vous savez que j'y tiens énormément parce que je considère que derrière tous les sujets que je viens de développer, il y a des enjeux et des opportunités formidables de création d'activités et d'emplois. Et dans ce cadre, j'entends accélérer les chantiers suivants. Le premier, c'est le développement des filières d'avenir dans le cadre des 34 plans industriels décidés par le gouvernement. Et je vais me mobiliser aux côtés d'Arnaud Montebourg pour que, dans le cadre de ces 34 filières, celles qui concernent au premier chef la transition écologique soient accélérées. Donc je réunirai toutes ces filières les unes après les autres. Nous aurons une réunion à la présidence de la République le 7 mai prochain. Et à partir de cette date, à partir du 7 mai, je réunirai toutes les filières, en liaison bien évidemment avec le ministère de l'économie, qui concernent la transition énergétique. Nous avons quoi dans ces filières? Les énergies renouvelables, le véhicule électrique, vous savez que j'y tiens, le véhicule qui consomme moins de 2 litres au 100 km, le déploiement des bornes électriques de recharge, l'avion électrique, le TGV du futur, les navires écologiques, le recyclage et les matériaux verts, la rénovation énergétique du bâtiment, la filière de la qualité de l'eau, les réseaux électriques intelligents, qui est un thème très important sur lequel je compte m'impliquer fortement, la chimie verte et les biocarburants, et enfin l'usine du futur. Donc vous avez là, parmi les 34 filières, celles qui concernent directement le ministère du Développement durable, sur lesquelles nous allons nous impliquer fortement pour articuler ce que je disais tout à l'heure, la mise en mouvement des territoires, parce que ces entreprises, elles ne sont pas hors sol, elles sont forcément impliquées dans une région. Donc vous voyez qu'il y a une cohérence et une efficacité dans la méthode de gouvernance entre la mise en mouvement des territoires, l'attention portée à la structuration des filières et la loi sur la transition énergétique pour que cette loi corresponde bien à ce qu'attendent les filières industrielles pour se déployer et pour se développer. Nous aurons ensuite, pour la croissance verte, la mise en œuvre du volet transition énergétique des investissements d'avenir. Je rappelle que dans le volet des investissements d'avenir sont prévus 2,3 milliards d'euros pour la transition écologique dans 3 domaines. Le domaine de l'innovation, avec l'ADEME, en matière, je n'y reviens pas, de biodiversité, d'économie circulaire, de rénovation énergétique, de santé et de transport du futur. Nous avons deuxièmement la Banque publique d'investissement qui avait été désignée comme banque de la transition énergétique. Donc nous allons remobiliser la Banque publique, faire le bilan de ce qu'elle a fait et la mobiliser sur les performances énergétiques du parc industriel, bien concentrer ses efforts et pour bien avoir la possibilité de faire un bilan sur ces interventions et pour savoir si ça correspond, la façon d'intervenir de la Banque publique d'investissement correspond bien aux attentes des entreprises. Et enfin, nous allons développer avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la Caisse des dépôts les territoires à énergie positive, les villes et territoires durables. Et ça, je compte bien l'inscrire dans les contrats de plan État-région pour que les élus locaux alliés aux entreprises puissent concevoir des territoires à énergie positive, comme des bâtiments d'ailleurs à énergie positive et à énergie passive. Le chantier suivant, toujours dans le cadre de la croissance verte et pour faciliter les investissements dans ce domaine, c'est la modernisation et la simplification du droit à l'environnement. Le droit à l'environnement ne doit plus être considéré comme des contraintes qui empêchent l'innovation et l'investissement, sans en rabattre sur l'exigence environnementale. Donc je souhaite amplifier la démarche de simplification et de modernisation de l'environnement engagée par mes prédécesseurs
avec pour double objectif de libérer les initiatives économiques, de simplifier les démarches, tout en étant extrêmement vigilant, bien sûr, sur les exigences en matière de protection de l'environnement. Je vais diffuser dans les jours qui viennent le programme stratégique de l'inspection des installations classées pour la période 2014-2017, qui comporte un engagement très fort de réduction des délais d'instruction des demandes d'autorisation. Réduction des délais d'instruction des demandes d'autorisation. Et si on me dit, mais la réduction des délais va menacer la protection de l'environnement, je dirais non, car avec la réduction des délais, cela nous donne l'obligation d'améliorer le fonctionnement démocratique qui accompagne ces autorisations. Et l'enjeu environnemental, c'est un enjeu démocratique. Chaque fois qu'on occulte les problèmes, d'ailleurs quand il y a eu des catastrophes sanitaires, souvent c'est parce qu'on n'a pas fait la transparence et que les citoyens n'ont pas eu accès aux sources d'information. Et moi, les citoyens ont un droit d'accès à l'information. Et ça, chaque fois qu'il y a de la transparence, on a du progrès collectif. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre le besoin de simplifier, le besoin d'accélérer, parce que ça permet le besoin d'investir et le besoin de créer des emplois, et le respect démocratique, l'information des citoyens, la diffusion des données sur la dangerosité des choses, les menaces et les risques, etc., pour que l'on puisse collectivement rassurer, prévenir et accompagner ces différents investissements. Nous aurons ensuite la signature de la convention avec la Fédération du bâtiment pour la formation aux travaux d'économie d'énergie. Donc nous allons la signer la semaine prochaine avec la ministre du Logement. Il y a eu un travail considérable qui a été fait avec la Fédération du bâtiment. Et moi, j'ai bien l'intention d'être partenaire de la Fédération du bâtiment pour l'accompagner, pour l'encourager. C'est une filière en plus qui souffre de la crise économique. Il n'y a aucune raison que cette filière souffre. Et comme quand ça va dans le bâtiment, tout va, selon la formule consacrée, ben c'est vrai. Et donc si on arrive à réorienter le bâtiment vers tous ces travaux d'économie d'énergie, de performance énergétique, d'énergie renouvelable, de nouveaux équipements liés à l'écologie, mais il y a des marchés mais considérables. Le transport propre en particulier, l'économie circulaire que je viens d'évoquer, mais il y a des chantiers considérables et en plus qui améliorent la qualité de vie et qui donnent du travail. Donc nous avons l'obligation de mettre de la cohérence, de redéclencher des anticipations positives, de redonner confiance à ces filières. Et la première des choses, c'est de donner les bonnes formations pour que tous ces travaux d'économie d'énergie qui vont s'accélérer grâce à la loi de transition énergétique et grâce à la mise en confiance et la mise en mouvement des territoires puissent immédiatement déboucher sur des savoir-faire et que les artisans, les PME, les grands groupes, en respect de leurs sous-traitants, je leur dirais d'ailleurs, puissent bénéficier de ces nouveaux marchés, de cette nouvelle dynamique économique pour que cette filière sorte de la crise dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Donc, ce premier travail, cette première convention que nous allons signer en début de semaine prochaine, probablement mardi après-midi, donnera le coup d'envoi à une nouvelle sécurité donnée aux filières bâtiments pour qu'elles s'engagent sur le futur. J'en aurais terminé en signalant aussi, c'est un sujet bien sûr horizontal à toutes ces questions, les grands rendez-vous européens et internationaux. Vous le savez, la France a la responsabilité d'organiser la conférence Paris-Climat en 2015, sous la présidence de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Bien sûr, notre ministère y est totalement associé, et en particulier dans la construction déjà des accords au niveau européen. Ce n'est pas évident parce que les modèles énergétiques européens sont divergents, souvent aujourd'hui, parfois concurrentiels. Donc mon travail va consister, c'est là aussi de rapprocher les points de vue et de faire émerger des plateformes communes et une vision commune du nouveau modèle énergétique. Qu'est-ce qui nous rassemble au niveau européen plutôt que qu'est-ce qui nous divise? Moi, j'ai la conviction que lorsque l'on prend en considération les valeurs qui sous-tendent le nouveau modèle énergétique, que ce soit la croissance verte, que ce soit le bien-être, que ce soit la santé des citoyens, que ce soit les économies d'énergie, que ce soit se déplacer autrement, habiter autrement, la performance énergétique des bâtiments, je suis convaincue que
Si tous les pays européens mettent en commun leur meilleur savoir-faire, à ce moment-là, on pourra dessiner un modèle européen idéal qui nous servira là aussi d'horizon pour pouvoir engager nos entreprises, nos laboratoires de recherche, nos territoires vers ce modèle énergétique du futur, mais qui est déjà en train de se réaliser sous nos yeux. Donc je me suis déjà entretenue de ce sujet avec plusieurs de mes homologues, le ministre de l'Énergie américain, britannique, australien, grec, autrichien. Nous voyons les ministres de l'Énergie du G7 les 5 et 6 mai à Rome, et nous allons essayer de mettre sur la table un certain nombre de projets opérationnels concrets qui parlent à nos peuples. À un moment en plus où le débat européen va s'engager, s'il y a un domaine où il peut y avoir de la visibilité à la fois sur l'emploi et sur le bien-être, c'est bien celui-ci. Et j'espère que nous aurons la force et l'intelligence de mettre en commun des projets opérationnels et pas seulement des postures ou des positionnements concurrents par rapport à nos modèles énergétiques respectifs. Nous aurons aussi un conseil informel des ministres de l'Environnement et de l'Énergie de l'Union européenne les 14, 15 et 16 mai, et un conseil des ministres européens qui va être absolument crucial, c'est celui du 12 juin, puisqu'il va préfigurer un peu la façon dont nous aurons été capables de nous unir et de faire émerger un projet commun avant la conférence climat. Vous comprenez bien, si par grand continent, on arrive à faire émerger des grandes priorités, et si l'Europe arrive unie sur quelques sujets majeurs, à ce moment-là, vis-à-vis du reste du monde, on tient notre place et on est des événements accélérateurs. Si l'Europe reste divisée sur ce grand sujet de la maîtrise du réchauffement climatique et de la mutation énergétique, on aura du mal à convaincre les autres continents. D'autant qu'il y a des enjeux très importants entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et donc, si nous sommes capables de cette intelligence collective au niveau européen, même si ce n'est pas un projet totalement global, mais au moins avec des grandes priorités qui respectent les identités énergétiques et qui en même temps dégagent un modèle commun de civilisation, à ce moment-là, nous pourrons aussi faire avancer la prise de conscience mondiale pour préparer la conférence climat de l'année prochaine. Nous nous réunissons aussi, il y a aussi l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, dans le cadre des négociations internationales sur le climat, qui avancent sur ces sujets-là. Donc moi, mon souci, où je vais être essentiellement impliquée sur l'Europe de l'énergie, sans me disperser outre mesure, puisque le ministère des Affaires étrangères a la responsabilité des négociations mondiales. Moi, je vais surtout m'impliquer parce que l'essentiel de mes chantiers, je viens de vous les donner, ils sont sur notre territoire, pour nos emplois, pour nos entreprises, pour notre modèle énergétique. Mais je consacrerai le temps qu'il faudra, en étant le plus opérationnel possible, sur la dimension européenne de notre modèle commun. Voilà la présentation de ces travaux. Nous sommes, comme vous le voyez, au travail, à la tâche, avec le souci, je le répète, de l'accélération et de l'obtention de résultats rapides. Et je le répète, le souci, vous le verrez dans chaque sujet, c'est de faire le lien entre ce qui se passe sur le plan local, sur les territoires, ce qui se passe au plan national, et comment aussi la dimension internationale peut nous tirer vers le haut. Je veux faire de la France une des premières puissances écologiques d'Europe, et je crois qu'on en a les moyens, la capacité, les compétences. Je veux que nous réussissions à bâtir le nouveau modèle énergétique pour apporter aux Français du bien-être, mais aussi de nouvelles chances en termes d'emploi et de pouvoir d'achat. Je suis convaincue qu'une part importante du rebond économique de notre pays, mais aussi de l'Europe, sera à la fois écologique et sociale, et que la dimension économique dans la croissance verte, c'est une dimension clé aujourd'hui de création de valeur ajoutée, et c'est d'abord la valeur ajoutée qui crée les emplois. C'est donc une chance à saisir, et sachez qu'avec toutes mes équipes, j'y mettrai toute l'énergie du ministère. Je vous remercie de votre attention.